pense que dans la bataille municipale que nous menons, dans ce que attendent nos Fontainoises et nos Fontainois, nos jeunes, nos femmes, nos retraités, nos hommes aussi, enfin toutes les catégories sociales et toutes les catégories d'âge, je pense que c'est par ce moyen que nous pouvons avoir, et nous pensons avoir les meilleures réponses à nos populations. Et c'est également un moyen démocratique d'élaborer un programme bien au-delà de quelques personnes qui réfléchissent dans un coin. Et ça, c'est très très important, je tiens à souligner. Donc, merci à toutes et ceux qui ont collaboré à l'élaboration du programme que nous présentons à la population. Donc, je l'ai dit, pas de grands discours, mais surtout et avant tout, un débat et des échanges. Sur l'invitation que vous avez eue, il y a plusieurs thèmes que nous avons pointés, parce que ce sont des préoccupations qui sont remontées tout au long de ces derniers mois. Et on sait que ce sont les préoccupations des Fontainoises et des Fontainois. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. La discussion est ouverte. Donc, je vous remercie de bien vouloir essayer de vous discipliner un tout petit peu dans la prise de parole, puisque, je vous l'ai dit, c'est l'échange et le débat. Et ensuite, nous essaierons de répondre du mieux possible, pour ne pas dire de la meilleure façon possible, à vos interrogations, à vos questions. Et il n'est pas trop tard pour prendre encore en compte quelques propositions, puisque de toute façon, un programme municipal, à un moment, il faut le figer, mais dans la vie de tous les jours, dans le débat démocratique avec la population, il faut aussi savoir le rendre vivant, et c'est ce que nous pouvons commencer dès ce soir, à le rendre également vivant. Quand on parle de l'extrême droite, je trouve que c'est un débat qu'on doit mener en place et le combattre. À savoir que les différences raciales n'existent pas en classe, il n'y a pas de préférence, on se moque de savoir si un enfant est petit ou grand, gros ou maigre, blond ou brun, et c'est un combat que je mènerai tout le temps. Maintenant, bon, c'est pas le propos aujourd'hui. J'aimerais savoir comment vous concevez la nouvelle politique de l'éducation nationale qui ne me convient absolument pas, où je trouve qu'on est en échec, les élèves qui sont en échec restent en échec. C'est tout ce qui était lutte contre les discriminations, étant donné que c'est depuis 2008 qu'il y a un élu, une élue, en l'occurrence moi, en charge de la lutte contre les discriminations. Donc on travaille à Polia, les deux collèges de Fontaine, nous travaillons avec les structures petite enfance et nous travaillons de plus en plus avec les écoles élémentaires. Entre autres, on est en train de, depuis l'année dernière et on continue cette année, avoir un énorme projet sur l'école Cacha. Alors je ne sais pas sur quelle école vous êtes. Non, moi je suis à Neuilly. Ah d'accord, ok, vous n'êtes pas sur Fontaine. Okay. Non mais je veux dire les problèmes. Oui. Donc effectivement, là où je vous rejoins, on travaille par rapport à la lutte contre l'homophobie, par rapport au handicap, par rapport à l'aspect physique de la personne. Et on pourra se voir, si vous voulez, en tête à tête pour que je vous décline tout ce qu'on a pu déjà faire. Merci. Le gros travail qui a été fait, ça a été de rééquilibrer les écoles, de vraiment chercher à faire une vraie mixité sociale, puisqu'on avait effectivement des écoles qui étaient en perdition, puisqu'on pensait que c'était dans les quartiers populaires les moins bonnes écoles, mais ce n'est absolument faux. Donc nous avons travaillé pendant tout ce mandat à une mixité sociale et à redistribuer la donne sur toutes les écoles afin que les enfants soient traités de même égalité. Dans tous les cas de figure, nous privilégions et nous défendons tout ce qui est des participe de l'éducation populaire. Et je crois qu'une des meilleures réponses, elle est là, puisque l'éducation populaire participe à la citoyenneté, participe à la formation de nos jeunes, participe à l'autonomie de nos jeunes. Et un des axes prioritaires dans notre programme, et en tous les cas dans toutes les actions qu'on va mener, c'est bien de conforter la place de l'éducation populaire sur la ville, puisque nous savons que c'est un des meilleurs vecteurs pour lutter justement contre tout ce qu'on vient de décrire. Suivant. Après la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à nos jours, à Fontaine, on a retrouvé un patrimoine extraordinaire à partir de l'époque de Léon Pinel, après de Louis Maisonnat et actuellement donc de Jean-Nicolas.
Je crois que c'est un patrimoine très riche, il y a beaucoup de culture, les gens ils sont très motivés enfin, pour continuer toute cette politique qu'il y a eu avec les 3 phrases, avec les 3 maires qui viennent d'énumérer. Enfin, ma question c'est que on sait qu'on a ce bâtiment, on sait qu'on a tous les outils enfin, pour combattre la droite et la extrême droite. On dit attention, on se trompe de cible. On se trompe de cible dans la mesure où ces espaces contemporains, au-delà du fait qu'il fait découvrir des cultures ou des arts modernes, comme on dit, et c'est bien de laisser la place et de faire place à ces pratiques sur la ville. C'est pas forcément le qualitisme comme certains le soulignent, bien au contraire. Mais en plus, c'est un équipement qui est tourné vers nos écoles. Et quand on regarde les milliers d'enfants qui ont accès à la culture par le biais de cet équipement de qualité, je dis, et je le dis très fort, ceux qui souhaitent ou qui envisagent de fermer ce type d'établissement, ou d'en faire je ne sais trop quoi, ils se trompent de cible. Et en tous les cas, ils ne font pas juste, loin de là. De la même manière pour la source. La source est un équipement que nous avons voulu, que la population a souhaité. C'était une demande très forte de nos populations il y a quelques années en arrière. À peu près un mandat pour mettre en place. Et aujourd'hui, c'est le mandat dernier qu'il a réalisé et qui le fait vivre. Pareil, ne trompons pas non plus de cible. C'est un équipement qui rayonne non seulement sur la ville, mais qui rayonne maintenant au niveau de l'agglomération. Il y en a qui pensent le faire muter dans le cadre de la future métropole. On pourra toujours en débattre si vous le souhaitez sur cette métropole et l'intercommunalité. Et le faire muter vers un équipement, on va dire, d'agglomération, non pas dans le sens du rayonnement, mais d'agglomération dans le sens où ça devient un équipement qui soit mis au crédit de la métro, de la future métropole. Bon, pourquoi pas? Nous ne sommes pas fermés à ça. Nous disons pourquoi pas. Mais le pourquoi pas, il est plein d'interrogations. Comme pour beaucoup d'équipements publics, comme beaucoup de services, aujourd'hui qui sont des services communaux, de proximité, et qui vont être transférés à la future métropole. Un gros machin que vous disiez il n'y a pas si longtemps. Les conditions aujourd'hui ne sont pas réunies au niveau de la future métropole pour savoir quel va être l'avenir ou le devenir d'un tel équipement. Elles sont loin d'être réunies les conditions, puisque au niveau de la métropole, il n'y a pas de ligne budgétaire, on ne sait pas du tout les services comment ils vont transférer, il n'y a pas de politique visible ou très visible dans beaucoup de secteurs, et nous disons que si le côté positif, c'est effectivement, ça met moins de pression fiscale sur les Fontainoises et les Fontainois. Si ce côté positif, il doit se traduire à la sortie par les Fontainoises et les Fontainois n'ont plus accès à l'équipement, il y a un souci. Si ça doit se traduire par nos associations culturelles et musicales ne peuvent plus accéder à l'équipement dans de bonnes conditions, puisqu'il est plagiat sont sensibles, il y a un souci. Si notre école de musique, parce que quand on parle de la science, on oublie souvent qu'il y a une école de musique intégrée sur un projet pédagogique avec une volonté forte de permettre l'accès à tous nos enfants à la pratique musicale de qualité et même de former et de faire des passerelles avec nos associations musicales, mais également avec le conservatoire ou de ces ordres. Si nos enfants ne trouvent plus de place à l'école de musique, ou si au contraire les tarifs, et vous savez très bien qu'à Fontaine nous avons des tarifs quand même très préférentiels et très accessibles à nos populations, ils explosent, il y a souci. Donc, il faut rester vigilant, il faut continuer à faire de Fontaine une ville donc où l'excellence de la culture est à la portée de tous, et également une ville où tout le monde peut y trouver son compte, dans la mesure où il y a quand même un panel de propositions culturelles sur Fontaine, puisque là on n'a parlé que des équipements phares, hein, mais il y a beaucoup d'autres initiatives. Il y a Fontaine en Bretagne, il y a la culture scientifique et technique,
il y a la fête de la musique, la bibliothèque, avec, je rappelle quand même que la bibliothèque, il y a un accès gratuit à la bibliothèque, c'est pas, là aussi ça se mesure. Et je veux lire une simple phrase du programme. C'est donner plus de moyens à la médiation culturelle pour faciliter l'accès de tous à la musique, au spectacle vivant, à l'art contemporain et à la culture scientifique et technique. Je crois dans cette simple phrase, on résume bien les ambitions que nous avons pour la culture sur Fontaine. La seule différence, c'est qu'avec le Vogue, moi, mes enfants étaient à l'école à Fontaine et ils ont eu la chance que j'ai pas eu moi quand j'étais jeune, d'aller visiter et d'avoir une explication par les gens qui s'occupent du Vogue. Comme l'a dit Jean-Paul, le travail avec les école est énorme. Et c'est mon fils qui m'apprend l'art contemporain et c'est mon fils qui me traîne maintenant au musée de Grenoble pour aller voir les œuvres d'art contemporain. Donc je pense que c'est sur cette voie qu'il faut l'imaginer. C'est vrai que des fois on a souvent tendance à juger les équipements par rapport à ce qu'on aime. Comme je dis, moi aussi, avec le temps, je ne fais pas grand-chose. Dans les gymnases, on fermerait tous les gymnases si chacun s'occupait de celui qui fait du sport ou celui qui va regarder l'art contemporain. Et juste pour revenir sur ce que tu as dit sur le patrimoine de Fontaine, je crois que jusqu'à présent, avec le maire Yannick Coulard qui est ici, dans l'ancienne municipalité, si on regarde tous les élus, on retrouve à peu près toutes les origines des Fontainois. Et c'est encore le cas, vous avez qu'à regarder sur cette liste, c'est encore le cas de cette liste. Donc c'est bien la preuve que cette mixité sociale et culturelle et d'origine, on tient à la garder parce que pour nous c'est une richesse. Il y avait différents thèmes que vous vouliez aborder, et moi il y a quelque chose qui me préoccupe entre autres, c'est la santé. Il est au bout de la liste. Parce que en cette période où on sait que la précarité et la difficulté de l'accès aux soins d'un certain nombre d'entre nous existe, elle existe financièrement, mais elle existe aussi parce que notre Fontaine n'est pas concernée, on parle de désert médical, mais il me semble que sur ces deux volets, je voudrais savoir comment, dans le programme, comment une municipalité peut à la fois favoriser l'accès aux soins physiquement, matériellement des concitoyens, et puis comment on peut aider à ce qu'il y ait des médecins qui s'installent, mais des médecins de toutes disciplines. Dans la casse des services publics et dans tout ce qui se passe, je ne vous fais pas les longs discours nationaux sur les politiques au niveau des hôpitaux, etc. On va vers de gros soucis. La santé est un bien public, au même titre que d'autres. Et il faut absolument qu'on s'en préoccupe. Même si effectivement, dans le domaine de la santé, nous avons un service communal d'hygiène et de santé, nous avons un centre de planification, donc nous faisons déjà des choses. Nous faisons des choses dans un cadre réglementaire, un cadre de compétence d'une commune. Il faut qu'on aille au-delà. Je dirais à notre corps défendant, il faut qu'on aille au-delà. Dans ces domaines-là, nous avons rencontré à plusieurs reprises, dans tous les cas, ça fait débat sur la commune. Je sais qu'il y a d'autres listes de candidates qui ont récupéré l'idée. Après, j'y reviendrai, de toute façon, dans certains programmes, j'ai l'impression qu'ils nous ont piqué toutes nos idées. Ou alors ils sont même allés au-delà. Ils ont fait comme s'ils n'avaient jamais entendu parler de certains sujets, ils se les sont réappropriés, et en plus, non seulement ils se les sont réappropriés, mais ils ont même oublié qu'ils avaient voté contre lors des conseils municipaux. Donc, ça avait une fin la totale. De toute façon, semaine prochaine, vous aurez, la population aura, dans le 8 pages que nous allons sortir, des explications sur le sujet, parce que ça mérite explication, et en tous les cas, ça mérite de dire que la réalité, elle n'est pas là. Bon, revenons à la santé. Il faut se préoccuper de la santé, mais il faut se préoccuper de la santé dès le plus jeune âge. Donc à l'école, dans les structures autres, on en parle à MJC, dans tous les lieux où il faut s'emparer de la question. Et ensuite,
Le souci à Fontaine, un des soucis majeurs, c'est la désertification des médecins généralistes, non pas aujourd'hui, mais en tous les cas demain. Et c'est pas pour pas Fontaine, mais quand même, nous sommes à Fontaine et c'est une préoccupation à Fontaine. Et dans ce cadre-là, nous avons rencontré, je dirais la quasi-totalité, à plusieurs reprises, des médecins généralistes, en tout cas en plusieurs moments, en tout cas la quasi-totalité, des médecins généralistes qui ont tous la même préoccupation. Des médecins qui sont vieillissants, qui aiment leur métier, qui font beaucoup d'heures, des médecins qui sont aujourd'hui obligés, je dis bien obligés, de pallier à des départs à la retraite sur la commune, ce qui fait qu'ils ont 2 fois plus de patients que ce qu'ils avaient au départ. Et il faut s'occuper de toutes les personnes de la même façon. Et des médecins qui ne voient pas la relève arriver, parce que, pour en avoir longuement discuté avec eux, nos jeunes médecins ne sont pas plus attirés que ça à venir sur les villes aux conditions actuelles de la médecine généraliste pratiquée par les médecins généralistes, c'est-à-dire avec des amplitudes d'horaires énormes, et donc ils aspirent, je ne vois pas un jugement de valeur là-dessus, je dis c'est certainement légitime, ils aspirent à avoir une vie différente et de faire beaucoup moins d'heures. Néanmoins, ça pose un problème majeur, et nous réfléchissons depuis déjà plus d'un an, en compagnie de ces médecins généralistes, à la mise en place. Alors, il y a deux mots, il y a un centre de santé ou un centre de santé, certains disent un centre de santé, d'autres une maison de santé. Donc c'est plutôt une maison de santé pluridisciplinaire, parce que le centre de santé, c'est des salariés, enfin ça, bon, c'est un autre, ça existe par exemple sur Grenoble du côté de la Villeneuve. Donc plutôt un lieu de santé pluridisciplinaire où nos médecins généralistes pourraient se regrouper sans forcément former un centre de santé, mais pourraient se regrouper pour que sur un même lieu, ils puissent travailler ensemble, et que pour sur un même lieu, ils puissent avoir aussi on va dire des actes de médecine qui manquent ou qui nous obligent à aller très loin à l'hôpital, même à la mutualiste, et qui sont parfois engorgés. C'est-à-dire des services, des actes de petite traumatologie, point de suture, un petit plâtre, voilà. Avec la possibilité peut-être de se regrouper avec un radiologue, pourquoi pas, ou en tous les cas d'être pas très loin physiquement des radiologues. Et la commune, ce qui nous importe, c'est de donner les moyens à ces médecins généralistes, non pas des moyens financiers, puisque nous ne sommes pas là pour ça, hein, mais des moyens de locaux, des moyens de faciliter du moins leur regroupement par des réseaux ou par des actes de cette nature. Et nous y sommes attelés déjà depuis une bonne année, et nous sommes en capacité, y compris aujourd'hui, hein, de leur faire des propositions de locaux, puisque, à ma connaissance, il y a déjà eu des visites de locaux faites par des médecins généralistes qui souhaitent se regrouper. Il faut savoir que des médecins généralistes sont partis et n'ont pas trouvé un médecin repreneur des patients, alors qu'ils avaient un fichier de patients potentiel de 1000 ou 2000 patients pour certains, et ils n'ont pas trouvé de repreneur pour leurs patients. Voilà, donc la vraie question, la question essentielle qui nous préoccupe pour un avenir proche, c'est celle-ci. Puis après, il y a effectivement toutes les questions connexes ou annexes, hein. C'est donner aussi un accès aux soins aux personnes défavorisées, qui n'ont pas d'accès aux soins aujourd'hui, qui sont dans la précarité et qui ont des difficultés à se faire soigner. Il faut aussi qu'on soit en accompagnement et qu'on leur facilite la tâche et la vie. Hein, je parle bien du mot vie, hein, c'est un terme important. Et qu'on soit aussi, on va dire, réactif à certaines montées dans notre ville comme partout ailleurs, mais il faut pas se voiler la face sur les addictions, la toxicomanie, enfin tous ces problèmes qui méritent également de faire de la prévention. Et il faut aussi qu'on ait un lieu
sur Fontaine d'écoute, de sensibilisation, de mise en réseau, de relations, d'orientation de ces personnes. Je sais que le Centre communal d'hygiène et de santé fait déjà ce travail, mais il faut qu'on le renforce parce que là, il y a une vraie préoccupation et bien souvent, ces problématiques s'adressent à nos jeunes. Et là, je fais le lien aussi. On a la mission locale qui fait un très très bon travail sur la ville. C'est un travail de proximité. On a la MIP, la Maison intercommunale pour l'emploi, qui fait un très bon travail. Nous avons le PIGE, le point d'information jeunesse, qui fait un très bon travail. En tous les cas, il va falloir se donner les moyens d'articuler les différents organismes ou institutions, parce que il y a, et c'est dans notre programme aussi, il y a un espace aujourd'hui qui n'est pas très bien couvert ou qui est mal couvert, alors dans des domaines comme la santé, comme l'emploi, comme l'accès aux droits, et également dans le logement ou autre, enfin, en termes d'information, qui est très mal couvert, c'est tous nos jeunes qui ont moins de 16 ans. Donc il y a une véritable préoccupation vis-à-vis de ces jeunes de moins de 16 ans qu'on doit porter dans le programme futur. Et en particulier, il y a déjà du travail de fait par la mission locale, mais je crois que ce n'est pas dans ses compétences, elle le fait parce qu'on a des personnes de qualité qui s'investissent. Mais il faut que, en direction de ces jeunes de moins de 16 ans, avec un travail avec les collèges et le lycée, Prévert, donc nos deux collèges, Gérard Philippe et Jules Vallès, et il faut qu'on vienne en relais, il faut qu'il y ait un organisme, ou un espace d'écoute qui vienne en relais de la mission locale sur la problématique des moins de 16 ans et sur leurs soucis à nos moins de 16 ans, qu'on les écoute et qu'on puisse leur donner les bons outils. Et une grosse collaboration avec la ville, et dont j'en profite puisque je suis l'ancien directeur et aussi à l'origine avec Louis Maisonnat de l'association APAS. J'en profite pour remercier Yannick Boulard de toutes ces années passées en proximité, du soutien qu'il nous a apporté, enfin la ville avec Yannick, et d'une collaboration de grande qualité avec la mission locale, avec le PIGE, avec la ville. Donc simplement le signaler parce que c'est important qu'on n'oublie pas, d'autant plus que la PAS maintenant rayonne bien au-delà de la ville de Fontaine, mais tout le monde sait sur l'agglomération que c'est la ville de Fontaine qui a créé la PAS. Et moi je l'ai toujours dit partout avec beaucoup de fierté. Voilà, donc je suis heureux d'être dans cette liste. Maintenant que je suis libéré de la direction de la PAS, je peux continuer à militer pour cette activité de prévention qui est essentielle. On va s'intéresser à la santé. Il ne faut pas laisser la santé aux mains des spécialistes, non pas qu'ils ne soient pas compétents, mais on a vocation, tous les citoyens, à s'en préoccuper. Et moi, je suis de ceux qui s'en préoccupent déjà depuis quelques décennies, ça se voit. Et je voulais dire que par rapport à la maison ou le centre de santé, je crois que les termes ne sont pas neutres, et que moi, je pencherais plutôt vers un centre de santé, parce que je m'appuie sur le fait, c'est un fait, qu'un maximum de médecins, de jeunes médecins, veulent être salariés. Donc c'est à prendre en compte, ça. C'est des filles. Pardon ? C'est des filles. Mais c'est des filles. Les médecins. Et ils sont filles, ils sont pas... Voilà, c'est ça qui est important. Alors je sais bien qu'on ne va pas demain matin ouvrir un truc comme ça. On peut démarrer sur un... Et après développer, mais surtout faire passer... c'est faire des choses, mais aussi... un argumentaire qui fait que le service public, moi je vais vous donner un truc récent, mon frère voulait aller au CHU pour un ophtalmo, il a eu une réponse du CHU du style donnez-moi votre diagnostic, puis on verra si on vous envoie sur un libéral ou si on vous... Alors essayez de prendre un rendez-vous en ophtalmo, en ce moment vous verrez. Des propositions et qui viendront devant l'exécutif municipal faire ces propositions avec un rapporteur pour que cet exécutif s'empare aussi du travail fait par des Fontainoises et des Fontainois, des citoyens qui veulent simplement s'impliquer dans la vie locale. Et la commission santé, elle fait partie des commissions qui vont être créées, comme une commission environnement, comme une commission voirie, une commission finance. Comme je l'ai dit, un programme c'est une chose, et puis il faut le faire vivre tout au long d'un mandat. Et pour le meilleur moyen de le faire vivre tout au long d'un mandat, d'abord pour être sous contrôle citoyen aussi. Il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas sous le contrôle citoyen. Et ces commissions de travail
qui viendront aussi en articulation avec la démocratie participative à Fontaine, les comités consultatifs et le comité d'habitants, seront là pour nous accompagner, collaborer et travailler avec nous. J'ai préparé quelques trucs. Je sais bien qu'en ce moment, il y a autre chose à faire que de s'occuper des déplacements. Vous avez pas mal de boulot comme ça, les gars qui font l'affichage et tout ce qui s'ensuit. Ils sont très très pris. Mais je voulais attirer votre attention sur le fait que, à partir du mois de septembre, on en a déjà parlé, il y a quelque chose qui nous pend au nez. Je ne sais pas si certains sont au courant ici, mais on va ramasser, excusez l'expression. On va pas mal ramasser d'ailleurs. Parce qu'avec ce qu'on nous prépare, ça ne sera pas triste du tout. Alors, vous en avez pas mal parlé. Je peux être précis, je ne sais pas, je ne veux pas. Justement, des lignes qui vont être supprimées. Je ne sais pas si tout le monde est au courant ici, mais il y a 2 lignes qui vont ramasser. C'est la 26 qui disparaît complètement, je crois, ou qui va être remplacée partiellement. Je ne suis pas sûr de ce que j'avance. Et la 51 qui va ramasser également. Alors, pour résumer, il va y avoir le marché Maille-Marcel Cachin et la Poste qui ne seront apparemment plus desservis. Bon, alors, ils vont créer des lignes Proximo. J'ai essayé de savoir ce que c'était. Et là, vous essayerez de m'éclairer si je tape à côté de la plaque, si je puis dire. Hein. C'est que ces lignes Proximo, c'est bien gentil. Mais quant à la fréquence, il ne faut pas trop s'énerver, quoi, si je puis dire, entre guillemets. La fréquence, ce sera environ 20 minutes entre chaque passage, merci. Donc, il y a autre chose, c'est qu'il y a 2 lignes qui vont se... Comment vous dire qui vont circuler sur un certain parcours, qui vont faire doublon, il va y avoir 2 lignes qui vont se concurrencer, si on peut dire. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'en détourner une par le Maille-Marcel Cachin, par exemple? Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de proposer ça au CMTC? Une parenthèse, j'ai cru apprendre que le CMTC, je ne sais pas si mes sources sont très bonnes, avait un budget qui était figé jusqu'en 2020. Ça veut dire que d'ici là, il n'y aura pas forcément d'amélioration du matériel. Le personnel, n'en parlons pas non plus. Le maire de la commune actuelle et le candidat que je suis, mais d'autres candidats aussi, faut être honnête. Et je pense que nous se préoccupent encore et toujours des problèmes de la disparition des lignes de desserte intérieure sur Fontaine. Et pour preuve, c'est qu'il y a même pas une dizaine de jours, avec monsieur le maire, nous sommes allés au SMTC un matin, rencontrer le nouveau président du SMTC, monsieur Yann Olivier, et ses services. Et nous avons exigé, je dis bien exigé, puisque les vœux du conseil municipal sont restés des vœux pieux, puisque les interventions de nos habitants n'ont pas été suivies d'effet, puisque les rencontres de nos services avec les services du SMTC n'ont pas été suivies d'effet, et que je leur passais des meilleurs, nous sommes allés leur rappeler qu'il était hors de question, je dis bien hors de question, d'accepter la disparition des lignes intérieures. Et, tenez-vous bien, nous avons réussi à faire venir le président du SMTC, M. Yann Olivier, maire de Saint-Martin-de-Vinou, avec un des représentants de la CEMITAC du SMTC, ce matin, à Fontaine. Ils sont venus, alors ça m'a fait sourire, ils sont venus en voiture. Alors, ils sont venus, j'aurais dit d'ailleurs, j'ai dit, mais vous êtes où? Vous êtes perdus dans les bouchons, on va pas arriver, non, on vous attend à l'arrêt du tram devant la mairie, là, et ah non, mais on est en voiture, mais ils ont garé la voiture très loin, hein, ils l'avaient garé loin de la mairie. Alors, ils sont venus, nous avions prévenu les présidents actuels des oppositions municipales, puisque nous avions voté le conjoint et solidaire, le vœu en municipalité, donc je vous dis par honnêteté et transparence, nous les avons conviés. Certains sont venus, d'autres n'ont pas pu. Nous avons également demandé la présence du collectif de quartier du Maille-Cachin, qui est très remonté, pour ne pas dire autre chose, contre la suppression de cette ligne. Et il y avait un certain nombre de représentants ce matin à la rencontre qui s'est tenue à 11h30. D'ailleurs, je crois qu'il y a un représentant, j'ai vu une personne qui était ce matin avec nous, hein,
Si je dis une bêtise, corrigez-moi. Hein. Mais voilà. Et donc ça s'est passé ce matin. Est-ce qu'on accepte qu'au nom de la rentabilité, on casse et on supprime les services publics, dont les transports sont un élément? Parce que c'est ça aujourd'hui qui est programmé. Et donc, ce matin, nous avons, assez vertement pour certains d'ailleurs, fait remarquer aux représentants du SMTC à son président qu'il était hors de question qu'ils mettent en application ce qu'ils avaient décidé, c'est-à-dire la suppression de la ligne intérieure. Ils doublent des lignes à l'endroit, c'est la 26 et l'ancienne et la 51. Enfin, ils font des lignes chrono, des lignes flexo. Alors, la ligne flexo, c'est agiter la foule pour pas grand-chose. En fin de compte, c'est mettre à disposition un espèce de taxi. Vous appelez, il faut réserver 2 jours avant. Et là, on commence à voir la privatisation rampante du service public, hein, parce que c'est ça, on substitue du service public par du service privé, et qui ne correspond pas en tous les cas aux besoins de nos habitants. Et puis, on a montré que sur la ligne qui est aujourd'hui, les 2 lignes sont supprimées, c'est-à-dire la 26 et la 55, nous avions, sur un parcours qui fait à peine 500, enfin qui fait un peu plus de 500 mètres, entre la ligne de tram, hein, mairie, plus pour aller jusqu'au marché, voire plus loin, nous avons la bagatelle de la Poste, comme équipement public, la mairie, bien évidemment, la Poste, la future agence de l'OPAC, qui va regrouper une 50aine d'emplois, qui est là pour faire du service de proximité et qui va rayonner sur le département. Nous avons un gymnase, des équipements sportifs, un espace public qui s'appelle Jean Moulin, la police, le petit poste de police nationale, une crèche mosaïque, hein, une résidence de personnes âgées, le marché, quand on a le sport avec le boulodrome et le tir à l'arc, où il y a y compris des personnes handicapées qui s'y rendent, puisque le tir à l'arc fait du handisport. Enfin, on avait, et bien évidemment en plus, beaucoup de population, puisqu'en plus, il y a voilà, parce qu'ils disent qu'il n'y a personne qui prend le tir. Bon. Donc, on s'est élevé fortement contre cette décision, puisque la décision a été prise par le dernier comité syndical de SMTC, il faut quand même le savoir que la décision elle est prise, donc il faut qu'on aille à l'encontre de cette décision, et c'est pour ça que dans nos propositions, dans notre programme, on a un peu élaboré des choses d'une manière différente. Il y a tout ce qui est déjà engagé, et que les candidats des autres listes proposent, mais qui est déjà engagé ou réalisé. Il y a ce que nous portons en tant que candidats en réponse aux aspirations de nos populations, et puis il y a ce que nous devons faire ensemble, c'est-à-dire élus, habitants, côte à côte, pour empêcher les mauvais coups. Et typiquement, si on prend 2 exemples dans la défense du service public, l'exemple des transports en commun, c'est un exemple où il va falloir qu'on ferraille côte à côte pour réimposer au SMTC, non pas de réexaminer un futur lointain. Il parlait de ouais, mais on va essayer de comme ça, on verra au mois de janvier 2015. Mais après qu'ils aient tout mis en place, ce qui va se passer, non, nous avons dit, il faut qu'au 1er septembre, puisque c'est l'échéance, hein, il faut qu'au 1er septembre 2014, nous ayons la certitude, même si c'est qu'à titre expérimental, puisqu'il faut remesurer certaines choses, pourquoi pas, on est prêt à le faire, que la desserte intérieure, qui passe notamment par le Maïcachin, qui dessert tous les équipements que je vous ai cités, et qui met en relation en plus le tram avec la ligne rapido, là comme je l'appelle, soit opérationnelle, et non pas virtuelle. Donc là, il y aura vraiment un enjeu majeur. C'est ce qui a été rappelé ce matin au SMTC. Une réaction très vive de ma part et de la part du maire de la commune sur des annonces quand même qui sont dramatiques. C'est la fermeture du bureau de poste de Maisonnat, qui nous a été annoncé dans le bureau de M. le maire par des gens de la Poste il y a à peu près même pas une petite semaine. Hein. Comme ça, d'une manière très brutale, comme je l'ai dit. Et puis, la délocalisation de nos facteurs au pic de Sassenage, ce qui va délocaliser le tri du courrier qui va se faire là-bas au centre de tri. Nos facteurs vont être là-bas, c'est 40 emplois. Ce qui va délocaliser en plus les colis, et ce qui va rallonger les tournées de nos facteurs, grosso modo de 4 km le matin et de 4 km le soir. Et en plus,
à l'aune de 5 ou 6 tournées qui vont disparaître. Là, c'est pareil. La commune, eh ben, nous prenons les mauvais coups. Nos habitants, ils subissent, ils prennent les mauvais coups de l'austérité. Et c'est la mobilisation des élus de proximité et des populations qui peut faire en sorte qu'on peut inverser la tendance. Et voilà, donc dans les programmes et dans notre programme, on le dit et on le rappelle, il y a ce que la commune peut faire et ce que la population, avec les élus de proximité, peuvent faire. Parce que des fois, il y a un mélange. Tout le monde croit que le maire et son équipe règlent tous les problèmes. Eh ben non. Ils ne règlent pas tous les problèmes. Par contre, ils sont prêts à régler avec la population tous les problèmes. Ça, c'est sûr. Certains disent que Fontaine est bétonnée et que voilà, alors qu'on sait très bien qu'il manque encore des logements. Donc je voulais savoir un petit peu quelles étaient les grandes lignes de la prochaine mandature sur le logement. Sur les attributions de logement et sur l'hébergement d'urgence, la précarité et la solidarité et la cohésion sociale. Fontaine, nous n'avons pas à rougir de ce que nous faisons. Nous sommes certainement une des communes les plus en avant-garde sur ce sujet, avec des communes qui sont, excusez-moi du terme, quand même, de même coloration politique. Et il faut le dire, il y a la ville-centre quand même qui a fait un gros effort ces derniers temps pour faire en sorte que les 3 communes à direction communiste de cette agglomération, avant il y avait Ponté mais ils n'y sont plus, ne subissent pas toutes seules, à elles seules, la totalité des préoccupations. La réalité, elle est où? Elle est que depuis l'après-guerre, nos communes ont construit pour les habitants. Ils ont construit massivement, et pour faire en sorte aussi que nos populations, ces populations ouvrières, puissent y vivre avec des moyens qui sont peu élevés, qui sont toujours peu élevés, du mieux possible. Du mieux possible. Et une des réponses, c'est quand même le logement public ou le logement social. Et moi j'aime bien le terme de logement social. Parce que le social, c'est aussi la sécurité sociale, et c'est toutes ces choses-là. Donc, la réalité, c'est que peu à peu, les communes ont perdu leur capacité d'attribution des logements. C'est devenu un sacerdoce pour nos habitants et nos habitantes de trouver un logement à un prix abordable, ou tout simplement trouver un toit pour se mettre sur la tête. Il y a pénurie de logements sur l'agglomération. Il y a pénurie de logements sur Fontaine, quoi qu'on en dise. Si on prend simplement, contrairement à des idées reçues, le nombre de logements sociaux sur la ville de Fontaine, aujourd'hui, nous répondons à l'ancienne réglementation, la loi SRU, qui obligeait les communes à réaliser 20% de logements locatifs sociaux sur leur territoire. Mais nous ne répondons plus aux nouvelles dispositions de la loi Allure, qui, elle, dit qu'il faut que les communes aient 25% de logements sociaux sur leur territoire. Aujourd'hui, à Fontaine, nous sommes à 22,89% de logements sociaux sur notre territoire. C'est-à-dire que Fontaine, du fait que c'est une ville, comme je l'ai dit, qui est solidaire et qui a montré son engagement sur ce versant, j'aurais tendance à dire d'un toit pour tous, excusez-moi s'il y a des gens d'un toit pour tous, c'est pas récupérer, mais la notion c'est quand même ça, nous bénéficions d'une dérogation par rapport à ça. Mais en tous les cas, il faudra qu'on y aille. Autrement, ça veut dire que Fontaine va payer des amendes, va payer des pénalités, parce qu'elle ne répond pas à ses obligations sociales et humaines. C'est un comble, quand même. Ça sera un comble. Alors quand on entend dire certaines personnes qu'il ne faut pas densifier, qu'il ne faut pas faire ci, qu'il ne faut pas faire là, il faudra qu'ils nous expliquent, ou alors ça veut dire qu'ils se mettent hors les lois de la République. Ils se mettent hors les lois de la République. Et ça, c'est pas entendable. C'est pas entendable. Sur les attributions, je finis, après je donne la parole à Michel. Aujourd'hui, sur 10 logements construits, la ville, en attribution directe, c'est-à-dire en tant que propriétaire, c'est 0.
nous n'avons aucun patrimoine aujourd'hui de cette nature sur la ville de Fontaine. Nous n'en avons plus. À part quelques logements, anciens logements réservés, qui étaient avant aux instituteurs, qui aujourd'hui servent de logements d'urgence. Et ça n'a rien à voir avec oui, c'est une solidarité complémentaire. Mais en tous les cas, dans les attributions, sur 10 logements construits aujourd'hui, les droits de réservation de la préfecture, c'est 25%. Donc c'est à 3, voire 4. Et le peuplement, parce que là, la vraie question, c'est le peuplement du territoire de la commune. Il ne se fait pas, contrairement à ce que certains pensent, avec des directives communales à 100%, des actions communales à 100%, et nous ne sommes pas responsables de tout à 100%. La préfecture a le droit, et elle le fait. Elle ne le faisait pas, par le passé, mais en tous les cas, elle le fait depuis une paire d'années, on va dire ça comme ça, pour faire un raccourci, et elle met des populations contre lesquelles nous n'avons rien, qu'on se comprenne bien, mais qui ne sont pas... Les logements ne sont pas attribués par la commune. Elle y met des populations qui peuvent venir du Nord-Isère, en fait, de tout le département. Dans le cadre en particulier de la loi d'Allo, du droit opposable au logement, qui est une bonne chose. Mais ce n'est pas nous qui attribuons, ce n'est pas la commune. Ensuite, vous avez les réservations employeurs. Ensuite, vous avez les réservations du conseil général. Ensuite, vous avez les réservations du propriétaire, c'est-à-dire le bailleur. Donc, à la sortie, car la commune, en son nom propre, après un passage en commission d'attribution, on va le faire entendre savoir, arrive à mettre une famille fontainoise sur 10 logements, et ben on peut dire bravo les services, vous avez bien travaillé, et je suis sincère. Et je suis sincère. Ce qui va changer, c'est que c'est l'intercommunalité, la future métropole, qui va s'emparer de la question des attributions en lien avec les bailleurs. Et qui s'en empare déjà. Il y a des réflexions importantes au niveau de la métro sur le sujet. J'ai participé à la dernière réunion habitat logement de la métro, et il y a déjà des choses décrites, déjà des choses d'élaborées. Ils voulaient nous faire courir, là pareil, hein, puisqu'on veut toujours nous faire courir avant les élections, y compris nos communes, et il y avait des choses dont on ne souhaite pas entendre parler, puisque l'intercommunalité envisage de récupérer, et je dis bien récupérer, les 25% de logements publics que nous avons sociaux sur la commune, qui sont des logements à bas loyer, et qui nous permettent de répondre au mieux à nos populations. Si ces logements passent dans le pot commun de l'intercommunalité, on peut dire c'est mieux, dans la mesure où il y aurait plus de transparence, puisque là, ce qu'on demande, nous, c'est aussi plus de transparence. Et ce que les gens demandent, c'est plus de transparence, d'équité, d'égalité dans le traitement de leurs dossiers, puisqu'il y en a qui disent j'attends depuis 10 ans, et c'est parfois malheureusement vrai. Encore faut-il savoir pourquoi ils attendent, parce que des fois ils ont refusé 3-4 logements qu'on leur a proposé. Mais ça, c'est un détail. N'empêche que, dans le cas de la future intercommunalité, il va y avoir cette volonté de tout mettre dans un pot commun, et nous sommes opposés, en tous les cas, les villes que j'ai citées et la ville de Fontaine se sont opposées à ce que ça se fasse d'une manière autoritaire, sans arbitrage, et nous ne sommes pas favorables au transfert de nos 25% de parc à faible loyer, parce qu'il n'y a pas de raison qu'un certain nombre de communes qui ont beaucoup de retard, qui ont pris beaucoup de retard, qui ont même accepté de payer les pénalités, soient encore plus sereines dans un contexte de plus en plus contraint, difficile. De la manière dont aujourd'hui on appréhende l'aménagement de la ville, en fait on répond à des lois nationales, et en particulier la loi SRU qui a été votée en 2000 et qui a imposé aux communes de se doter d'un plan local d'urbanisme à la place des postes qui existaient auparavant. Donc depuis 2006, la ville de Fontaine est dotée d'un PLU, et ce PLU, ce plan local d'urbanisme, est proche des directives qui ont été dictées par la loi SRU, en particulier la notion
de densification entre guillemets ou du fait de pouvoir construire plus sur la même parcelle ou construire plus de ce qui était possible de faire auparavant avec les POS. Alors du coup, cette notion de densification potentielle existe à travers cette loi. Et cette densification, je le conçois et je le reconnais, et par les habitants et par les riverains, souvent, est mal perçue, puisque c'est vrai qu'on a l'habitude de vivre dans une ville qui a un certain visage, avec des maisons qui existent depuis longtemps, et puis au fil du temps, on voit disparaître parce que des constructions, aujourd'hui, deviennent possibles. Néanmoins, Fontaine a largement bordé ces possibilités de densification par plusieurs biais. Elle l'a bordé par le biais de l'obligation de respecter une certaine superficie d'espace vert, ce qui n'est pas toujours repris dans les PLU, vous pouvez aller les vérifier, hein, dans les PLU des communes et même des communes environnantes. Donc de se doter de 20% d'espace vert pour toutes les constructions, de limiter, du moins d'obliger un certain nombre de places de stationnement par logement, chaque fois qu'un collectif est construit, et un nombre de stationnements important, ce qui fait que du coup on contraint par ce biais et par ces manières les constructions. Et limiter les hauteurs. Voilà, alors ce que je voulais dire, c'est que ce plan local d'urbanisme est également doté d'un plan de zonage qui impose dans des zones de la ville des constructions en hauteur et qui sont variables. Et je dirais qu'aujourd'hui, le plan local d'urbanisme de la ville, tel qu'il est conçu, prévoit à peu près sur 80%, 70 à 80% de la superficie de la ville, de ne pas dépasser des hauteurs de R+2. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais c'est relativement peu élevé. Et c'est à peu près 80%. En mètres, ça fait une dizaine de mètres, entre 8 et 10 mètres. Et puis pour tous les axes alors un petit peu plus structurants, comme l'avenue Ambroise Croizat, l'avenue du Vercors, on va de R+3 à R+4, mais pas plus. Donc du coup on contraint fortement les hauteurs des constructions. Ce que je voulais vous dire également, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas la volonté, ce n'est pas dans cette direction qu'on va. Jean-Paul a parlé de la loi Allure tout à l'heure. Il y a un volet important de la loi Allure qui prévoit de pouvoir augmenter sensiblement les capacités de 30% même, hein, les capacités d'évolution des logements, qui prévoit également de limiter le nombre de places de stationnement par logement. Donc du coup, on va, hein, par ce qui se prévoit aujourd'hui, on va vers une densification plus importante. Du coup, c'est à nous, par le biais de notre PLU, de pouvoir contraindre, d'essayer de contraindre cette densification. Alors je vais vous dire un truc, ça s'est passé cet après-midi. On était en balade dans les rues et on a croisé une équipe concurrente. Et puis du coup on est allé discuter avec une personne qui nous dit tiens, je viens de rencontrer votre concurrent là, donnez-moi en un mot ce qui vous différencie de l'équipe concurrente. Je lui ai dit écoutez, pour moi il y en a un, personnellement je le ressens comme ça. L'équipe de Jean-Paul Trovero aujourd'hui défend l'intégrité de la commune. Elle défend le fait que la commune puisse s'aménager selon son vouloir, selon ses pouvoirs. Demain, ce qui est prévu demain, c'est que le plan local d'urbanisme qu'aujourd'hui on contrôle complètement devienne un PLUI, un plan local d'urbanisme intercommunal. Autrement dit, que toutes les règles de construction que notre commune impose aujourd'hui, ces règles vont être imposées par ailleurs, d'accord, elles seront imposées au niveau de la métro, et on construira à Fontaine ce qu'on veut bien y construire, avec les règles qu'on voudra bien y mettre. Donc moi aujourd'hui, je vous le dis franchement, ça me fait peur. Et ce que Jean-Paul et notre équipe va tenter de tenir au maximum, c'est que ces plans locaux d'urbanisme restent notre propriété et restent sous notre contrôle. Et moi, de voir partir ça, je vous dis franchement, ça me fait un peu peur. Sur le plan local d'urbanisme, nous, ce que nous avons dit, et ce que nous proposons, c'est d'abord effectivement de ne pas faire
de ne pas accepter le plan local d'urbanisme intercommunal parce qu'il y a danger, ou en tous les cas, il faudra qu'on ait exactement le contenu de ce que la métropole mettra en application ou pas sur notre commune. Donc il y a tout un débat à mener et toutes les actions à mener aussi dans ce domaine-là. Mais si on reste sur le Fontenoy et d'autres villes, je rappelle quand même que nous avions proposé des modifications de plan local d'urbanisme qui prenaient en compte plus de 40 mesures environnementales et écologiques, je dis bien plus de 40 mesures environnementales et écologiques, qui prenaient en compte l'introduction dans le plan local d'urbanisme de la trame verte et bleue qui est réclamée par beaucoup de nos habitantes et nos habitants, et que ce sont les élus d'opposition d'aujourd'hui qui ont fait en sorte, sur un problème, bon, le tribunal leur a donné raison, mais c'est pas sur le fond, c'est un problème de fond qui a fait en sorte que tout ça est capoté. Donc nous, ce que nous disons, que nous allons remettre en large concertation le plan local d'urbanisme de la commune, et que nous allons y réintroduire toutes ces mesures qui ont été élaborées avec les habitantes et les habitants. Là, je fais un parallèle. Ceux qui nous parlent de béton, ou de bétonnage, il y a quand même eu des rencontres, Télé Grenoble, pour ceux qui ont pu suivre les débats. Il y a eu des interviews de la radio italienne, il y a eu des interviews de la radio Fontaine, où les candidats ont répondu présents, des interviews d'une radio Malherbe sur Grenoble. Et quand j'aurais posé la question, mais dites-moi, citez-moi un exemple de bétonisation sur Fontaine. J'en manque qu'un. Ben, j'attends encore la réponse. La seule personne qui m'a répondu sur la bétonisation, parce qu'il faut savoir ce qu'on y met derrière bétonisation, pas de densification, c'est mais à côté de chez moi, il y a un immeuble et effectivement, il y a une pétition. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'il faut aussi, et c'est ce que nous faisons, que c'est de la concertation avec les habitants, et c'est vrai qu'il faut qu'on soit très vigilant sur ce que les promoteurs réalisent dans le cadre des règles. Et c'est les services de la ville, les habitants et les élus qui peuvent faire en sorte que les promoteurs, qui ont des rêves parfois sonnants et trébuchants, comme on dit, ne réalisent pas ce qu'ils veulent réaliser sur la commune, même si les règles leur permettent. Par contre, moi je leur dis, voyons voir un peu. Et en plus, je sais que le maire y est très attaché, et en tous les cas, la future équipe municipale, nous y sommes très attachés, y compris à ça. Quand on regarde l'ASP, le site de l'ASP Jean Jaurès, qui se rappelle de l'image de la vieille usine, de la friche et du béton? Parce que là, du béton, il y en avait, si on parle de béton. Bon. Si on parle de l'écoquartier Bastille, est-ce que le quartier Bastille d'aujourd'hui, il est du bétonnage par rapport au quartier Bastille d'hier? Non mais, il faut parler concret à un moment. C'est sûr qu'on trouvera toujours l'exemple de la petite parcelle qui a été densifiée. Je rappelle quand même que lorsque nous avons élaboré le PLU en 2006, la densification des petites parcelles, elle répondait aussi à une demande de nos habitants et de nos habitants qui nous disaient au quotidien, il faudrait que vous me laissiez agrandir ma maison parce que j'ai la grand-mère qui est invalide et qui ne peut plus monter à l'étage, ou que je ne peux plus y monter moi, parce que j'ai mon enfant qui n'a pas un toit et que ça serait bien que je puisse avoir une pièce supplémentaire. Et nous, dans notre esprit et dans notre attitude et dans nos délibérations, c'est dans ce sens-là que nous avons accepté que les petites parcelles soient densifiées un peu plus. On n'avait pas mesuré l'appétit de certains, je dis bien l'appétit de certains, qui ont vendu à des prix d'or à des promoteurs qui venaient réaliser un coup sur Fontaine, et voilà. Je ne fais pas le discours, mais vous le comprenez très bien. Donc, nous disons, il faut effectivement revoir en large concertation le plan local d'urbanisme, se battre pour faire en sorte que si un PLU d'agglomération intercommunale, il ne soit pas
que les élus et les populations ne soient pas dépossédés de leur pouvoir d'intervention, c'est-à-dire que la démocratie ne soit pas confisquée, parce que c'est ça dont il est question, et aussi se prémunir, puisqu'aujourd'hui, notre PLU, en tous les cas, s'en prémunit, d'avoir les fameuses tours des quais de la Graille, les tours qu'on a à Grenoble, venir dans le projet d'agglomération des portes du Vercors. C'est ça les enjeux de demain. C'est ça les enjeux de demain. Et certains qui disent et qui écrivent qui sont pour la métropole, eh ben ils écrivent qu'ils sont pour un PLU intercommunal de cette nature. Nous disons, nous ne sommes pas pour la métropole imposée sans démocratie, avec ces travers que je viens de citer, et je peux en citer bien d'autres. Nous sommes pour une intercommunalité de coopération, partagée, consentie, où les élus de proximité, on ne leur confisque pas leur pouvoir politique, et où les populations ont encore leur mot à dire et peuvent intervenir au quotidien et se faire entendre au quotidien. C'est ça que nous disons. Et on ne dit pas autre chose. Alors on n'est pas l'intercommunalité, mais pas mais je trouve que c'est quand même aberrant dans quelqu'un qui sera agressé sur le pognon humain ne peut pas accéder au poste de police aujourd'hui. Et en plus, ça, comment, pourquoi le parking est fermé à cause de DJ pirates? Ils craignent quoi les flics? Je ne sais pas, ils ont peur. Ils sont obligés de se graisser sur le parking de la poste, malgré tout. Et puis surtout au niveau des handicapés, des personnes qui ont des déplacements faciles, des mobilités réduites, comment ils accèdent au poste de police, effectivement. Là c'est pareil, nous avons des listes concurrents qui vont à tour de bras. Le Front National en tête, Fontaine c'est insécure et triste. La droite c'est insécure, triste, il faut mettre 50 policiers municipaux à patrouiller dans la ville, comme si c'était leur mission. Et certains, d'autres listes, y compris soi-disant de gauche, elles diront aussi leur chanson sur le sujet. Sur le sujet de démultiplier les policiers municipaux, de leur faire des missions qui ne sont pas les leurs au départ. C'est-à-dire qu'on oublie les origines, de la disparition des policiers qui étaient sur nos communes et qui étaient des polices de proximité dans les quartiers. On oublie que c'est Sarkozy qui a cassé tout ça. Donc la droite, qui a cassé la police de proximité. Et c'est 100 policiers de moins sur l'agglo à peu près. Combien? Une centaine. On oublie que le gouvernement actuel Hollande, il fait pas mieux, pour pas dire pire. Seulement, il le dit d'une manière plus soft. Il le fait de manière plus soft, c'est plus, voilà, c'est moins douloureux, mais ça se fait quand même. Je reste fontainois. Restons fontainois. Nous avons dénoncé la casse de la police de proximité. Et nous avons dénoncé à maintes reprises, auprès de la préfecture et des pouvoirs publics, y compris des instances de la police nationale, la dégringolade des effectifs de police du poste municipal de Fontaine, qui est passé en peu d'années de 20 à 3. Bon. Et qui est fermé le soir, les week-ends, et qui aujourd'hui, tenez-vous bien, ne serait-ce que pour l'histoire des procurations pour les futures élections, envoie nos habitants à Grenoble. C'est-à-dire qu'ils font même plus ce job. Ah non, mais et on ne plaisante pas. Il a fallu l'intervention de la commune sur ce sujet. Bon. Donc, revenons à notre poste de police. 3 policiers aujourd'hui à l'intérieur, et une commune qui dit c'est pas possible. Et une commune qui dit on va se donner les moyens de faire en sorte que Fontaine ait un commissariat de proximité qui réponde à ses missions. C'est-à-dire 24 h sur 24, jour et nuit, et qui soit là pour assurer la sécurité et la tranquillité publique. En 2009, après plusieurs rencontres, un permis de construire a été déposé par une société qui s'appelle la SDH, Société de Finances de l'Habitat, qui a porté un projet avec la commune et l'État pour dire on reconstruit à côté un nouveau poste de police avec une douzaine de logements, ce qui
permettait d'équilibrer, de donner un peu de logement, donc au même endroit, c'est-à-dire sur le même périmètre. Et le montage financier, je dis bien le montage financier, faisait qu'entre la cession des terrains dont l'État est propriétaire et l'apport des SDH plus les 12 logements rajoutés, ça coûtait 0 centime d'euro à l'État. Je dis bien 0 centime d'euro. Depuis 2009, le permis de construire est délivré et on voit toujours rien venir. On voit toujours rien venir. La liste, c'est pas possible. Bon, on a changé, c'était plus le même directeur de la sûreté urbaine, c'était un autre, bref, on s'en va la balle. Le dossier il sort, il ressort, il ressort par la fenêtre, il rentre par la cheminée. On n'a pas lâché prise. Nous sommes d'abord allés à la préfecture rencontrer monsieur le préfet, qui nous a dit, oui, je comprends. Alors là, on n'était plus avec le gouvernement Sarkozy, on était avec le gouvernement Hollande et Valls, hein, qu'on se comprenne bien. Et après avoir rencontré monsieur le préfet, qui a bien compris le problème, qui a dit d'ailleurs qu'il était tout à fait à notre écoute et qu'il comprenait ses préoccupations, nous avons formé une délégation pour nous rendre à Paris, pour rencontrer M. Valls, ou tu nous rends un peu plus rencontrer, mais enfin, son directeur de cabinet, pour venir avec le projet clé en main et dire voilà, nouveau gouvernement, vous voulez tout changer, vous avez fait des grands discours, qu'est-ce que vous faites? Pour la petite histoire, tous les présidents de groupe sont montés, sauf un. Celui qui est actuellement candidat de la liste socialiste. Ce jour-là, je ne sais pas, enfin, il n'a pas jugé utile, il s'est fait représenter, mais il n'a pas jugé utile de venir. Donc, des ambitions pour Fontaine. Bon, mais je pense que sur des problèmes de cette nature, il ne faut pas écrire du papier, il faut aussi passer aux actes. Là, c'est un acte, il a brillé par son absence. On nous a écoutés tranquillement, on nous a dit qu'on nous comprenait tout aussi tranquillement, et on a toujours rien vu venir. Donc, dans nos propositions de programme, nous reprenons cette idée que nous avons toujours portée, pas à notre compte, mais pour le compte de nos populations. Mais là, pareil, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le genre d'action qu'on ne peut gagner qu'ensemble et côte à côte. Il faut être encore plus mobilisé et encore plus revendicatif et tenace. Surtout que ça ne coûte rien à l'État. Donc il ne faut pas nous sortir des histoires d'austérité et de rentabilité. Là. La vraie question, c'est l'austérité des loyers, ils n'ont personne à mettre dedans. C'est ça la vraie réalité. Ils n'ont personne à mettre dedans. Donc, sur les actions de la police municipale, ben c'est pareil. Il y en a qui réinventent qu'il faut passer à 13, 15 policiers municipaux. Mais ça, c'est déjà engagé, c'est déjà acté. Nous avons toujours dit, et c'est écrit, et c'est acté, qu'il fallait au minimum à 13 policiers municipaux, plus un accueil. Parce que des policiers municipaux sans accueil, il faut un accueil pour qu'une population soit aussi la reçue, dans de bonnes conditions. Nous avons aujourd'hui des locaux flambant neufs, opérationnels et dédiés, contrairement au poste de police où une personne handicapée n'y a même pas accès. Hein. C'est indécent. On reçoit des populations d'une manière indécente. C'est le cas de le dire. Même pour les services publics, notre population est reçue de manière indécente. Ce n'est pas le cas de la police municipale qui, elle, parce que nous avons mis les moyens, reçoit notre population d'une manière décente et accessible. Il ne faut pas non plus se tromper de film là, ou de combat. La police municipale, elle n'est pas là pour faire régner l'ordre et la sécurité. Elle est là pour faire de la prévention, de l'accompagnement, de la médiation, et puis un peu de répression, puisque de temps en temps, il faut bien mettre quelques PV, parce que les incivilités, elles nous polluent aussi au quotidien la vie. Donc il faut bien aussi, de temps en temps, voilà, on ne peut pas instaurer à la demande des commerçants, et aujourd'hui, c'est en tous les cas, ça répond aux attentes, une zone bleue dans le centre ancien, et pas se donner les moyens de la faire vivre et de la contrôler. C'est qu'un problème de régulation. Mais en tous les cas, c'est pas un problème de je patrouille la nuit, je fais le cow-boy et je règle les problèmes de la police nationale. C'est pas ça qu'on a dans la police municipale. D'abord, ils ne sont pas formés pour ça. Ils n'ont pas le droit réglementairement de le faire. Donc là aussi, nous on dit qu'il y a d'autres moyens. Dans notre programme, on dit qu'il y a d'autres moyens. La médiation de proximité, la médiation de nuit, c'est une réponse. Les correspondants de quartier
les habitants, la réappropriation des lieux publics ou des pieds d'immeuble par nos habitants, c'est une réponse à la question. Une réponse à la question. Parce que il faut aussi savoir discuter, il faut aussi savoir échanger et vivre ensemble. En tous les cas, nous sommes porteurs de ça. Et dans ce cadre-là, on l'a déjà démontré, Place Maisonnat. Hein. Ça a été aussi un des moyens, indépendamment de la vidéosurveillance, etc., parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses dans ce domaine-là, et même des fois, même si au niveau du citoyen, ça nous toujours fait piner la tête, où c'était contre nos valeurs, nous avons pris des décisions qui faisaient en sorte qu'on ne pouvait pas ne pas écouter les habitants qui n'en pouvaient plus, hein, excusez-moi du terme. C'était de notre responsabilité de les écouter et de répondre à ces attentes. Donc la vidéosurveillance sur ce coin-là a été une réponse. Il y aura des questions à mettre sur toute la ville, comme certains le préconisent. Mais en tous les cas, donc je disais, quand on a des collectifs d'habitants qui se mobilisent et qui se réapproprient des espaces publics, eh ben, nous serons en accompagnement, on l'a déjà fait à Place Maisonnat, puisqu'on a mis un local à disposition d'un collectif d'habitants, ce qui permet de recréer du lien, ce qui permet d'avoir du dialogue, et ce qui permet d'avoir une présence des habitants là où ils ont envie de vivre. Parce que c'est ça la question de fond. Là, pouvoir vivre là où on a envie de vivre. Donc, il y a des actions de cette nature, et puis d'autres actions comme le réseau Sentinelle aussi qu'il faut développer pour lutter collectivement. C'est un réseau d'alerte hein, par rapport au harcèlement au sein des établissements scolaires, par rapport à l'incivilité, puisque bon, il y a aussi tout un travail à faire, pas uniquement au pied de nos immeubles, hein, mais également dans les collèges, dans les lycées, là où, partout, où on peut et où on doit, en tant que citoyen, intervenir. Et la commune, là, elle a un rôle à jouer. Mais elle n'a pas un rôle à se substituer à ce que l'État ne fait pas. Ni à la justice, d'ailleurs. Nous, ce qu'on demande, c'est que la justice soit appliquée. Mais on ne demande pas à ce que nos policiers municipaux fassent régner la justice. On se comprenne bien. Hein, voilà. Par contre, j'ai entendu, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'on aura la possibilité de parler du futur PLU, et je crois qu'il y a là un beau travail à faire pour intégrer la trame verte et bleue et faire quelque chose d'intelligent sur notre commune. Donc j'ai quelques espoirs de ce côté-là. Je voudrais simplement parler ce soir du sport. J'ai bien suivi le projet Porte du Vercors. J'ai regretté, je m'en suis exprimé à différentes reprises, qu'il n'y ait pas un seul équipement sportif de prévu dans ce projet. Je ne sais pas à M. Trovero que j'apprendrai que le meilleur remède contre la délinquance, c'est le sport pour nos enfants. Et donc je voudrais demander à M. Trovero qu'est-ce qu'il a envie de faire de ce côté-là. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de lancer, je sais bien que M. Jadot, que j'ai côtoyé quand il était encore basketteur, plus ou moins, plus exactement arbitre de basket, et il ne veut pas vendre vendre son âme, mais je pense que, je me souviens, il y a 40 ans, il y avait une grosse équipe de basket, si je n'ai pas de mémoire, je crois que c'est du basket qu'il y avait, à haut niveau, et ça attire aussi les jeunes. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire dans ce domaine-là? C'est la pratique sportive sur la ville de Fontaine. J'ai rappelé les étapes tout à l'heure, j'ai rappelé tout ce que la ville fait et tout ce que nous souhaitons continuer à faire, voire à améliorer dans le cadre de la pratique sportive. L'aide à l'adhésion, c'est quand même quelque chose d'important. L'aide à l'adhésion. En parallèle, nous proposons une aide à l'adhésion, y compris dans le monde sportif et culturel, maintenant pour les seniors, hein, puisqu'on a fait en direction des jeunes. Maintenant, on propose que ce soit également en direction des seniors. Bon, pour répondre aussi à un besoin inattend. Sur les équipements sportifs, Fontaine, entre les gymnases, le centre nautique et les terrains de pratique, de grands jeux, je pense que là aussi, Fontaine, c'est un territoire qui n'est pas plus grand que le quartier Saint-Renaud ou certains quartiers de Grenoble. En équipement, nous sommes bien pourvus. Il y a en plus des gymnases intercommunaux qui ont aussi une fonction où nous pouvons y accéder. Puis ensuite, il y a le mouvement sportif et ses aspirations. Dans le futur projet des Portes du Vercors, y inclure des équipements sportifs, c'est pas pour l'instant évacuer. Il y a un cahier des charges et des préconisations. Il y aura une trame verte et bleue qui partira du parc de la Poya pour aller jusqu'à l'Ovalie.
dans ces grandes coulées vertes qui passent grosso modo sur les pipelines, géographiquement, pour ceux qui le situent, c'est entre But aujourd'hui et Géant. La trame elle sera là, hein, la trame verte et bleue. Il est prévu des aménagements. La nature des aménagements de pratiques sportives, ils ne sont pas exclus. Ils ne sont pas exclus. Bon. Donc, là c'est pareil. C'est collectivement qu'il faut qu'on fasse avancer ce genre de réalisation dans des projets d'agglomération intercommunaux. Si on revient sur la commune, dans les perspectives, il y a des demandes du monde sportif qui existent et qui sont intéressantes. La restitution d'un plateau sportif dans le cadre du futur projet éco-quartier Robespierre de 3600 m², il y participe. Il participe à cette réponse, hein, puisqu'il y aura pas mal de choses en termes d'équipement sur cet espace. Par contre, je rappelle que nous avons pris la décision, et en tous les cas, l'équipe que je vais mener là, continuera à appliquer cette décision, de restitution au monde sportif d'un espace de grand jeu, avec la disparition du stabilisé Robespierre, et il est prévu un terrain, espace de grand jeu pour la pratique sportive, entre le collège, enfin le gymnase Berlioz, à demi-tonon, et puis le gymnase de Gérard Philippe. Donc ça, les terrains ont été achetés, il ne manque plus que maintenant la réalisation, trouver les financements pour réaliser, mais c'est un engagement qui a déjà été pris. Donc en termes d'équipement, il a également été pris et acté de la réalisation d'un terrain, en tout cas c'est dans le programme et on le porte, d'un terrain d'entraînement pour le rugby, pour nos enfants. Puisqu'aujourd'hui, les enfants d'école de rugby, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas un terrain de pratique d'entraînement qui est décent. Il est toujours plein d'eau et beaucoup d'entraînements sont annulés. Alors les grands, ils peuvent s'entraîner, mais les petits, non. C'est dommage. Donc voilà, il y a des choses de cette nature qui sont dans notre programme ou qui ont déjà été engagées par la municipalité sortante. Après, sur les aspirations du monde sportif, c'est pas nous qui allons décider pour le monde sportif s'il faut mutualiser des moyens, s'il faut faire en sorte que des clubs se fédèrent ou fusionnent. C'est la libre association. On en parlait tout à l'heure, il y en a qui veulent fusionner 6 associations d'Italiens, c'est trop. Il y en a qui l'ont dit à la MJC. Un candidat l'a dit publiquement, il assume. Nous on dit, la libre association, elle a tout son sens, et s'il y a 3 personnes qui ont envie de monter un club de pétanque à 3, et ben ils montent leur association de pétanque. Après, la ville est là pour leur fournir des moyens, éventuellement si elle les a, mais en tous les cas, elle n'est pas là pour les empêcher de pratiquer en mode associatif. Après, il faut, par le service des sports, les orienter vers ce qui existe déjà, avant qu'ils passent à la création. Mais après, bon, chacun, voilà. Mais il appartient au monde sportif de s'emparer de cette question, et on entend, il y a 2 écoles là-dessus, parce qu'on est quand même à l'écoute de notre sortie. Et je fais un parallèle avec, par exemple, la piscine, est-ce qu'elle doit donner intercommunale ou pas? Non, mais moi je dis pas non. Je dis pas non. Le mouvement sportif dit non, a priori. L'intercommunalité dit, il faut qu'on regarde. Quand je dis intercommunalité, c'est pas l'intercommunalité de la métropole forcément, mais c'est la rive gauche du Drac, entre Cessiné, Cessin, etc. Il y en a qui n'ont pas de piscine, il y en a qui n'en veulent plus. Voilà, bon. Donc, ça se regarde. Et puis, dans les portes du Vercors, le projet d'agglomération, si la métro est preneuse d'un centre nautique intercommunal au sein des ports du Vercors, ça se regarde. La seule chose que je dis, que nous disons, à condition que ça ramène un plus pour nos populations. C'est-à-dire que ça permette une pratique amplifiée pour nos associations fontainoises, et pas une pratique diminuée, que ça permette un accès plus important aux plages horaires pour nos familles et nos populations fontainoises qui veulent aller à la piscine, que ça ne fasse pas exploser les tarifs d'accès à la piscine. Voilà, il y a toutes ces choses-là à penser. Donc, nous sommes ouverts à tout, et pour répondre plus précisément au basket, nous avons aujourd'hui des ambitions pour Fontaine.
y compris dans le domaine sportif. Nous ne sommes pas contre d'avoir des clubs élites à Fontaine. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que la Boucle-Curie porte haut et fort les valeurs de Fontaine au plus haut niveau. Donc, c'est possible, et la ville, c'est un rayonnement de la ville, c'est aussi l'image de la ville, et c'est aussi donner les moyens à des sportifs de Fontaine d'accéder au plus haut niveau. Il faut dire oui. Il faut dire oui. Il faut y répondre. Il y a d'ailleurs des subventions de haut niveau actuellement qui sont dans les budgets communaux. Donc ça c'est oui. Mais après, comment y arriver? Ça ne se décrète pas. C'est d'abord le travail, et il faut féliciter ce travail fait dans nos associations, des bénévoles et des bureaux. C'est le travail des adhérents. C'est le travail en direction de nos jeunes, de ce qu'on leur inculque aussi à travers nos pratiques sportives dans nos associations. Hein. Il y a tout un travail d'éducation aussi, de citoyenneté, d'autonomie. Les amis de nos jeunes qui peuvent après, effectivement, y compris trouver un emploi s'ils ont une expérience dans un bureau d'association. Donc, si on peut rester avec des structures fontainoises, j'ai dit bien fontainoises, et ça ne veut pas dire forcément que tous les membres du bureau sont fontainois, et ça ne veut pas dire non plus que tous les adhérents sont fontainois. Hein. C'est simplement une structure fontainoise. Il y a des apports de personnes qui sont des bénévoles, des présidents d'associations qui viennent de l'extérieur. On a des membres du bureau qui viennent de l'extérieur, on a des adhérents qui viennent de l'extérieur. C'est aussi la richesse, ça fait notre richesse aussi. Et on a aussi des fontainois qui vont pratiquer à l'extérieur. Et c'est bien pour tout le monde. Voilà, donc, il faut bien le préciser. Nous sommes dans les échanges. Donc si on peut avoir une structure fontainoise qui porte haut et fort nos couleurs et qui réponde à nos aspirations et aux aspirations des habitants, y compris à nos enfants. Il faut y aller. Si par contre, sur certaines pratiques, et le basket est un bon exemple, nous nous rendons compte que la pratique disparaît sur Fontaine. Parce que la structure associative n'existe plus, ou mal, parce que les bénévoles, ils n'en peuvent plus, ou ils disparaissent, et qu'il n'y a pas de relève, ou tout simplement parce que nos enfants, ils n'y vont pas, ou il n'y a pas très peu de pratiquants. Là, c'est une question de survie d'intelligence. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit se replier sur nous-mêmes et laisser disparaître l'activité, ou est-ce qu'au contraire, on se dit que dans une coopération intercommunale pour ce sport-là, on peut en citer d'autres, hein, mais je pense celui-là parce que c'est une cité, on ne peut pas travailler avec d'autres communes qui sont exactement dans la même situation pour permettre aux enfants de Fontaine, aux habitants de Fontaine qui veulent pratiquer le basket, de le pratiquer. Et à partir de ce moment-là, la question se pose différemment. Elle se pose différemment. Il y a d'un côté, et c'est normal, chaque association qui aspire à défendre les couleurs de sa ville et porter haut et fort les couleurs de sa ville. C'est légitime et c'est bien. Et puis d'un autre côté, dans certains sports, c'est une question de survie et c'est une question de permettre à des personnes qui ne pratiqueraient pas si l'activité disparaît, puisqu'elles n'ont pas forcément aussi les moyens d'aller ailleurs, d'aller loin, de permettre de pratiquer cette activité avec des structures encadrées et avec des bénévoles et des éducateurs présents. Voilà. Et là, je pense qu'il faut vraiment aussi regarder cette question sous cet angle-là. Et c'est là aussi, pareil, de la responsabilité de l'ASF pour ce qui la concerne et de l'Office des sports pour l'autre partie. Et nous disons, eh ben, réfléchissez, je sais qu'ils le font, et puis prenez la meilleure décision possible pour répondre aux attentes et aux besoins de nos populations.